Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on est à Bruniquel pour découvrir une cité médiévale quand même assez particulière. C'est une cité qui va surtout connaître sa croissance grâce à son commerce et notamment du safran qui était du coup cultivé à la Renaissance, à fin du Moyen-Âge Renaissance dans la région et qui va faire énormément grossir la ville. Et on aura aussi énormément de marchands qui vont s'y installer parce qu'il y avait énormément de marchés qui vont avoir lieu dans la ville, au moins 3 par semaine pour pouvoir vendre ces différents produits. Comme les marchands vont énormément s'enrichir, on va aussi avoir de très beaux exemples de très belles demeures marchandes du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. On a une première enceinte médiévale qui va être construite lorsque la ville abrite environ 200 maisons. La porte Méjane marque l'entrée de la première enceinte fortifiée avec son beffroi construit au XIIIe siècle et remanié au XVe siècle. Mais la ville, elle va continuer de s'étendre au-delà de cette enceinte dès le XIIIe siècle avec un boom au XIVe siècle, notamment grâce à ce fameux commerce qui se développe. Et donc, on aura une deuxième muraille qui verra le jour. C'est une ville aussi qui est très connue pour ses 2 châteaux qui sont tout en haut de la ville et qui surplombent l'Aveyron. Et on va aller les voir de plus près, mais vous pouvez déjà en voir un derrière moi. Après avoir monté toute la ville, on est enfin arrivé aux 2 châteaux. Donc d'un côté vous avez le château vieux qui est ici avec un reste de la salle des chevaliers et de l'autre côté vous avez le château jeune qui lui est en bien moins bon état puisque un temps on avait toutes ces ouvertures qui étaient fermées pour éviter de payer un certain impôt. À la base, ces 2 châteaux, ils vont être construits sur les ruines d'un château de la reine Brunale du 5e siècle, mais ça reste plutôt une légende. Et le château vieux, lui, va commencer à être construit au XIIIe siècle. Mais très vite, dans la famille régnante, qui font partie des comtes de Toulouse, il va avoir une querelle entre un père et son fils. Et à sa mort, dans son testament, il va décider de vendre une partie du terrain à un cousin. Ce qui fait que le cousin et le fils de l'ancien vicomte vont avoir une querelle assez importante et le cousin va donc construire le château jeune pour concurrencer le fils de l'ancien vicomte. Cette querelle, elle va quand même durer 3 siècles et en plus de ça, elle va être amplifiée avec la guerre des religions puisque une des familles est catholique et l'autre est protestante. À l'époque, on avait une muraille aussi qui séparait les 2 châteaux pour vraiment ne plus rien avoir en commun entre les 2 familles. Et les châteaux vont se passer de génération en génération jusqu'au rachat d'un membre de la famille qui rachètera les 2 châteaux et puis au décès de la dernière descendante, ce sera la municipalité qui rachètera les 2 châteaux pour en faire un lieu patrimonial qu'on peut aujourd'hui visiter et du coup on va aller regarder d'un peu plus près les différentes salles qui composent les 2 châteaux. Ironiquement, c'est le château vieux qui est en meilleur état. On a d'abord, dès notre arrivée, la salle des chevaliers qui était probablement édifié dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Ce corps de logis s'appuie sur les remparts et a dû constituer l'habitation principale des vicomtes de Bruniquel de cette époque, d'où son appellation de la salle des chevaliers. Aujourd'hui, ce sont des fouilles réalisées dans les années 90 qui ont pu révéler ces ruines. Et petit fun fact, au fond, il y a une espèce de petite porte qui en fait mène à un passage qui servait en cas d'attaque pour pouvoir fuir et atterrir vers le lavoir de la ville et pouvoir partir tranquillement en étant sain et sauf. Si on continue d'avancer, on aura le donjon. Il se situe vraiment au centre du site et c'est le plus ancien vestige et le mieux conservé de l'ancienne forteresse médiévale. On l'appelle aussi la tour Brunehaut en référence à la fameuse reine wisigothe à qui la légende attribue la fondation du premier château de Bruniquel. Dans les faits, le premier château est plutôt érigé au XIIe, XIIIe siècle et cette construction constituait un des éléments de défense du château. Mais aujourd'hui, le donjon a perdu la moitié de son élévation. Les étages supérieurs ont été rasés à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution française. Et aujourd'hui, il ne nous reste que l'étage inférieur. Si on rentre dans le château vieux, vous allez voir que les salles sont quand même très épurées et que le
site a essayé de mélanger aussi différentes périodes, notamment vis-à-vis de découvertes de fresques préhistoriques aux alentours de la ville. Donc on a tout un petit passage sur la préhistoire, mais pour ce qui est du médiéval avec le château vieux, il est bâti, sur d'anciens murs du Moyen Âge au sommet de la falaise et il a subi tout au long de son histoire évidemment de nombreuses dégradations et modifications, mais comme à peu près tous les châteaux en vrai. Pendant les guerres de religion qui vont donc opposer les catholiques et les protestants, les constructions elles sont en partie brûlées et rasées à hauteur du premier étage et puis reblayées car le vicomte de ce château était catholique alors que le vicomte du château jeune, comme je vous l'ai expliqué, mais surtout comme la majorité du village, était protestant. Il va être réaménagé au XVIIe et XVIIIe siècle. L'aile droite est reconstruite en partie. On aura des modifications assez profondes, mais je vais vous passer les détails parce que ça va être un petit peu intense. Et pareil, au XIXe siècle, c'est encore restauré, remanié, notamment avec l'apparition de la galerie ornée de style Renaissance qui vraiment surplombe la vallée. Il va vous donner une superbe vue sur les gorges de l'Aveyron, mais on retrouve voilà quand même quelques fresques de la Renaissance. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu vite quand vous allez visiter ces châteaux, mais le site est vraiment superbe à voir. Pour ce qui est cette fois du château jeune, qui est vraiment celui en plus mauvais état, il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas accessibles car trop dangereuses. Enfin, vraiment, on a regardé un petit peu à travers les portes et on voit que le plancher peut s'écrouler, que le plafond peut nous tomber dessus. Enfin, c'est un peu intense. Mais du coup, c'est ce fameux château qui va être construit à la suite de la querelle qui oppose le vicomte Antoine et son fils Léonard. Cette partie est du site, elle est aussi sur le rocher et elle est acquise par donc l'un de leurs cousins qui s'appelle Maffre de Comminges et il va y construire son propre château dit jeune entre 1485 et 1510. Ce deuxième château, il va être fortement remanié au XVIIe siècle, notamment avec sa porte d'entrée ornée de cariatides et la grande salle d'apparat décorée de boiseries et d'une cheminée en bois sculpté apparaît aussi à cette époque et vraiment très sublime comme salle. Il va aussi subir voilà, des transformations au XVIIIe siècle avec une chapelle qui est transformée en cuisine, etc., etc. Et puis peu à peu, ce château va être laissé à l'abandon et c'est aussi pour ça qu'il est fortement dégradé. Et peu à peu, les salles sont restaurées et aménagées pour les visites aujourd'hui. On a la réapparition de la cuisine avec son four à pain, on a une cave voûtée qui est l'ancienne salle d'armes appuyée directement sur le rocher avec ses meurtrières abritant une exposition sur la préhistoire, et sur ces fameuses découvertes dont je vous parlais un peu avant. Et on a un super escalier à vis. Et évidemment, comme ce sont de lourds investissements et de grosses rénovations, voilà, les choses se font petit à petit. Si on retourne un petit peu plus dans la ville, comme je vous l'ai dit, c'était une ville qui a été très habitée par des marchands de safran et qui ont réussi à construire leur fortune là-dessus. Mais il y a une petite rue qui a un nom assez rigolo qui s'appelle la rue Bombe-Cul. Et on finira sur cette anecdote pour cette ville qui s'appelle comme ça parce que malheureusement l'hiver, quand cette rue avec un fort dénivelé était enneigée et gelée, beaucoup de personnes tombaient et se tapaient le cul au sol, littéralement. Et ce nom vient d'ici, donc ça peut surprendre si vous levez la tête et que vous voyez le nom de cette rue, mais c'est vrai que les noms de rues de cette ville sont quand même très significatifs de ce qui se passait dans ces rues, c'est assez rigolo. C'est vraiment une charmante cité médiévale à visiter. Si vous avez déjà fait Cordes-sur-Ciel par exemple, c'est un peu le même style mais à une échelle plus petite. Et voilà pour la visite de la ville, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.